Que ce soit un tube de dentifrice, une brosse à dents, un gel douche ou même un déo, ce sont des objets d'hygiène que vous utilisez certainement au quotidien, j'espère pour vous. D'ailleurs, votre logement est sûrement équipé d'une douche et même de WC. Mais si je vous disais que ce n'était pas forcément le cas de nos ancêtres. Approchez-vous mes poissons savons à 6 lignes, ce poisson existe. On va remonter dans le temps pour voir comment on faisait à différentes époques pour être propre. Alors, on commencera par l'époque actuelle, puis on verra comment faisaient nos parents, puis nos grands-parents, ou même les gens des siècles précédents. Et enfin, on découvrira les origines les plus lointaines et méconnues de l'hygiène. Alors, on va voir des pratiques d'hygiène vraiment surprenantes et souvent même dégueu. On verra aussi comment ont été inventés les objets que vous utilisez tous les jours, mais qui n'ont pas toujours été là. On va voyager dans l'univers de la mauvaise haleine, des eaux usées ou même de la crasse, mais on commence d'abord par ce que vous pouvez observer au quotidien. Alors on commence cette aventure dans une époque que vous connaissez tous, le temps présent. Alors croyez-moi, notre époque est marquée par pas mal de choses, et notamment très insolites en matière d'hygiène. La baignoire du futur. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir la flemme de prendre votre douche le matin? Eh bien, des scientifiques japonais ont trouvé la solution à ce problème. Parce que dans le cadre de l'exposition universelle qui se déroule cette année, là, à Osaka, au Japon, eh bien, un modèle de machine à laver, les humains, va être présenté. Bon, en réalité, c'est plutôt une sorte de baignoire connectée ultra intelligente et qui est développée par l'entreprise japonaise Syensqo. Elle se présente sous la forme, en fait, d'une sorte de grosse capsule dans laquelle vous vous asseyez. Et puis, une fois dedans, la baignoire se remplit partiellement d'eau chaude et des capteurs déterminent la température de votre corps, ainsi que les pulsations de votre cœur pour vérifier que l'eau n'est pas trop chaude. Alors on n'a pas tous les détails sur comment ça marche, mais en gros, eh bien, la baignoire reprendrait les principes d'une baignoire un peu similaire qui a été développée dans les années 70. Et en gros, cette ancienne baignoire fonctionnait par ultrasons, qui sont des ondes sonores assez puissantes et qui pourraient provoquer des microbules dans l'eau de la baignoire. Et ensuite, ces microbules seraient mélangées à des billes en plastique qui viendraient masser votre corps tout en le rinçant. Un cycle de lavage et de séchage complet durerait environ un quart d'heure. Je sais que ça fait un peu flipper dit comme ça, mais sachez que des images apaisantes seraient projetées sur les parois de la baignoire pour vous aider à vous relaxer. Posé dans un jacuzzi avec ma tasse P. Mais bon, il y a en plus une IA qui serait même capable de déterminer si vous êtes agité ou mal à l'aise et qui serait capable de stopper le processus si besoin. Bref, si vous voulez tester la machine, il faut vous rendre à l'Expo universelle d'Osaka, donc au Japon, et de vous inscrire sur la liste d'attente des premiers testeurs. L'hygiène pendant le confinement. Le manque d'hygiène, c'est pas toujours lié à un manque de moyens. Parfois, ça peut être aussi culturel et pas juste un manque de thunes, comme pour la France. Parce que bon, je vais pas parler des clichés sur les Français qui sont un peu sales et tout, mais mine de rien, il n'y a pas non plus de fumée sans feu. Parce que durant la crise du Covid, une étude a montré que les Français avaient grandement diminué leur niveau d'hygiène pendant les divers confinements. Alors par exemple, avant le premier confinement, 80% des Françaises déclaraient se laver tous les jours, et c'est tombé à 70% durant le confinement, sachant que pour les hommes, on est passé de 70 à 60%. Et puis de même, l'étude a montré que les gens avaient aussi tendance à l'époque à moins changer de sous-vêtements tous les jours. Désolé, mais tu pues tellement que personne pourrait t'approcher. Bon, là, l'explication est assez logique en fait. Comme tout le monde était au chômage technique ou en télétravail et ne pouvait donc pas sortir de chez soi, ça limitait forcément les interactions sociales. Et forcément, les gens avaient une raison en moins d'avoir besoin de se laver tous les jours. Plus récemment, il se trouve que c'est à cause de l'inflation que, là, les Français ont encore plus abaissé leur niveau d'hygiène. Parce qu'une étude a en effet montré qu'un Français sur deux se privait de produits d'hygiène de base par faute de moyens. Certaines personnes ont même fait le choix de se brosser les dents sans dentifrice ou même de se doucher moins souvent. Et même certaines femmes se sont mises à remplacer leurs serviettes hygiéniques par des gants de toilette ou même des chaussettes. C'est un autre level. Bon, en tout cas, de manière générale, de plus en plus de Français sont, hélas, amenés à faire appel aux dons d'associations pour conserver un niveau d'hygiène acceptable. La mode du vabbing. Alors dans son livre intitulé « Le miasme et la jonquille », l'historien Alain Corbin retrace l'histoire des odeurs et des parfums. Et dans un chapitre, en fait, il évoque une pratique qui peut paraître un peu dégoûtante. Parce qu'il se trouve qu'au 19e siècle, certaines prostituées de luxe n'hésitaient pas à utiliser leur sécrétion vaginale pour se parfumer. Apparemment, c'était quand même une technique pour séduire les hommes en leur rappelant l'odeur dégagée lors d'un rapport sexuel. Et ça, si vous vous dites « Bon, c'est bon, c'était il y a longtemps, on s'en fout ». Sauf que détrompez-vous, parce qu'il se trouve que très récemment, une tendance virale appelée le vabbing est apparue sur TikTok. Et elle a été popularisée par l'influenceuse Mandy Lee, qui a avoué quand même son secret de séduction dans une vidéo. Sachant que le terme vabbing, c'est la contraction de vagina, donc vagin, et dabbing qui signifie tamponner. Mais bon, en gros, il s'agit de tamponner son cou, non pas avec du parfum, mais avec des sécrétions intimes. Et il se trouve que Mandy Lee affirme que ça fonctionne à chaque fois. En fait, dès qu'elle le faisait, de nombreux hommes venaient lui offrir des verres ou même tenter de la séduire. Bon, en tout cas, l'idée derrière ça, c'est que les phéromones pourraient entrer en jeu dans la séduction. Et donc, on serait capable de sentir chez quelqu'un, et sans s'en rendre compte, des substances chimiques capables de nous attirer. Donc, visiblement, les sécrétions intimes pourraient en avoir plus que notre transpi de base, quoi. Je veux sentir la luxure, le stupre.
Sauf que bon, en tout cas d'un point de vue strictement scientifique, il n'existe aucune preuve solide que les phéromones humaines, et donc le vabbing, influencent réellement le comportement sexuel ou l'attraction. Et en plus, les dermatologues mettent en garde contre les risques de transmission d'IST si les partenaires entrent en contact avec les sécrétions intimes. Bref, les filles, faites peut-être comme nous. Rien ne vaut un bon coup de parfum de type Scorpio pour séduire. Les toilettes à 25 millions de dollars de la NASA. Alors il se trouve que la NASA a déboursé 25 millions de dollars pour améliorer ses toilettes spatiales. Bon, vous êtes un peu choqués, vous dites que ça fait un peu cher pour du caca, mais je vais vous expliquer. Bon, déjà faut imaginer qu'aller aux toilettes en apesanteur, c'est pas simple. Comme tout flotte, il est impossible d'utiliser de l'eau pour évacuer les excréments. Et vos excréments, quand ils vont sortir de votre anus, en fait, ils vont pas tomber, ils vont flotter autour de vous. Donc ça doit être très complexe, c'est chiant. Et du coup, en fait, lors des premières missions spatiales de l'histoire, on utilisait des couches ou même des sacs pour récupérer les excréments. Bon, après ça restait gérable pour des séjours courts, mais bon, de nos jours, les astronautes peuvent passer plusieurs mois dans l'espace. Et en fait, pendant longtemps, les toilettes de l'espace, c'était pas hyper pratique. En gros, en fait, vous aviez une caméra au fond de la cuvette pour vous aider à viser. Parce qu'en vrai, il fallait pas se foirer. En fait, ces toilettes, elles fonctionnaient sur un système d'aspiration et donc fallait bien viser donc le trou pour que toutes les déjections soient aspirées, quoi. Sauf que bon, ce dispositif, il était pas hyper pratique pour les femmes qui devaient faire la grande commission et la petite en même temps. C'était plus technique que pour les hommes, quoi. Et puis, il arrivait aussi que ce système-là de toilettes de l'espace tombait en panne. Mais il se trouve qu'en 2016, l'astronaute Thomas Pesquet a même dû s'improviser plombier pendant plusieurs jours pour réparer les chiottes à son arrivée dans l'ISS. Mais heureusement, le nouveau modèle de toilette de la NASA est censé régler tous les problèmes. En fait, il est plus compact, il est plus léger et il fonctionne automatiquement et avec des matériaux bien plus costauds. Et puis en même temps, il est mieux adapté à la morphologie féminine. Mais surtout, il intègre maintenant un système de recyclage de l'urine en eau potable. Et ça, c'est crucial pour les missions longues et puis lointaines, quoi, forcément. Donc ça valait bien le coup de dépenser quelques millions de dollars. Un dentifrice au goût de poulet. Bon, globalement, tous les dentifrices, ils ont à peu près le même goût, un peu mentholé, côté un peu haleine fraîche et tout. Et à part les dentifrices pour les enfants, parfois aromatisés à la fraise, ou même des dentifrices dégueux pour les gencives, qui ont un goût salé, ils sont à peu près tous pareils. Aux États-Unis, il y en a même qui sont aromatisés à la cannelle. Sauf que, il y en a un qu'il faut que je vous présente, et c'est le dentifrice goût poulet croustillant, c'est vraiment le nom de la marque KFC. En fait, au départ, KFC avait publié un poisson d'avril sur les réseaux sociaux, comme quoi ils allaient créer un dentifrice au goût des tenders de poulet, qui font, du coup, toute la renommée de la marque. Sauf que, à la grande surprise générale, ça a tellement fait le buzz qu'ils se sont dit, ok, en fait, l'idée est pas si dégueu, on va tenter. Et donc là, KFC s'est associé à la marque Hi Smile, spécialisée dans les produits dentaires. Et ils ont développé un dentifrice qui a reproduit la même recette que la mixture à base de 11 herbes et épices qu'on retrouve dans le poulet croustillant KFC. Et le pire, c'est que ça a marché quand ils l'ont fait. En fait, ça s'est super bien vendu jusqu'à rupture de stock. Et là, si je vous disais que la marque de dentifrice Colgate a essayé de faire l'inverse. Dans les années 80, Colgate a tenté de vendre des lasagnes au bœuf. Votre sourire, soyez-en fiers. Le but, c'était d'offrir une expérience complète. Tu manges Colgate et tu brosses tes dents avec Colgate. Je suis pas sûr de l'idée, honnêtement. Sauf que là, pour le coup, ça a fait un super flop et le produit a fini par être abandonné. Bref, je vous avais prévenu, notre époque regorge de choses surprenantes en ce qui concerne l'hygiène de tous les jours. Mais on va commencer par remonter dans le temps pour découvrir les éléments de notre hygiène qui ont bien évolué depuis et qui, pour certains, ont même totalement disparu. Bon, c'est le moment de changer de décor là pour remonter à une période que les plus âgés d'entre vous, voire même leurs parents, ont connue. Nirvana booste les ventes d'un déo. Alors, si vous avez grandi dans les années 90, vous connaissez sans doute le tube du groupe Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Si ça vous dit rien, la musique, elle ressemble à ça. Alors je le précise, mais cette chanson, elle s'est vendue quand même à 13 millions d'exemplaires dans le monde, ce qui en fait l'une des chansons les plus vendues de tous les temps. Et là, vous me dites, c'est quoi le lien avec l'hygiène, quoi? J'y viens, mais déjà, il faut se pencher sur ce qui a inspiré cette chanson. Alors que la chanteuse Kathleen Hanna était de passage chez son ami Kurt Cobain, eh bien, elle écrit sur un mur « Kurt sent le Teen Spirit ». En fait, elle voulait dire par là qu'il sentait le déodorant de la marque Teen Spirit, quoi. Sauf qu'à l'époque, Kurt Cobain, il ignorait l'existence de cette marque de déo. Et lui, en fait, il a plus vu l'idée d'écrire un hymne à l'esprit rebelle et révolutionnaire adolescent, donc le Teen Spirit de sa génération. Mais aussi, ce que Kurt Cobain ignorait, c'est que sa chanson allait faire bondir les ventes des déodorants de la marque Teen Spirit. En fait, c'est simple, les radios lycéennes et puis les clips diffusés sur MTV vont rendre la chanson très populaire auprès du coup des jeunes et faire malgré elle la promotion de Teen Spirit. Cependant, il se trouve que le groupe Nirvana a un peu été dépassé par le succès de la chanson et en fait, ils étaient saoulés de devoir jouer cette chanson à tous leurs concerts. Et donc, ils ont fini par ne plus le faire parce que ça les saoulait, quoi. Et puis en parallèle, la chanson, elle a fini par être remplacée au sommet des classements musicaux et les ventes ont fini par dégringoler.
Les toilettes japonaises. Je pense que vous connaissez les toilettes japonaises. Pour rappel, c'est des toilettes qui sont équipées de sièges chauffants et même de petits jets d'eau intégrés pour remplacer le papier toilette. Sauf qu'en réalité, les toilettes japonaises ne sont pas japonaises, mais suisses. Parce qu'en effet, c'est pas au pays du soleil levant qu'elles ont vu le jour, mais au sein d'une entreprise familiale suisse appelée Geberit. Bon, ça fait un peu artisanal dit comme ça, mais en vrai, de nos jours, Geberit, c'est vraiment un leader dans le marché des toilettes. Faites l'expérience la prochaine fois que vous irez pisser dans un bar ou un lieu public, et en fait, vous verrez souvent cette marque écrite sur la cuvette. Mais bon, pour en venir aux toilettes japonaises, eh bien, il se trouve que c'est Geberit qui les a inventées en 1978. Bon, là, ils ont essayé de commercialiser les toilettes équipées de douchettes, mais ça n'a pas du tout pris sur le marché européen. En fait, les gens n'en voulaient pas, ils étaient bien avec leur PQ, quoi. Sauf que heureusement, l'entreprise japonaise Toto, elle flaire le bon coup et elle s'inspire du procédé pour créer ce que les Japonais vont appeler les washlets. Et pour le coup, là, ça cartonne tellement au Japon que la plupart des foyers et des espaces publics s'équipent de ce type de toilette. Avec le temps, les modèles vont se moderniser avec des sièges chauffants ou même des jets avec de l'eau chaude pour les plus simples. Mais on va aussi voir apparaître des modèles de luxe avec un aspirateur de mauvaise odeur, des haut-parleurs pour diffuser des bruits d'ambiance ou même des chasses d'eau automatiques. Et au final, ironie du sort, en fait, maintenant ce sont les Occidentaux qui commencent à être séduits par ce qu'on appelle les toilettes japonaises. L'invention du premier Tampax. Bon, vous le savez, de nos jours, les gens qui ont leurs règles, ils ont l'embarras du choix en matière de protection hygiénique. Et selon vos besoins, vous pouvez opter pour des serviettes hygiéniques, des cups ou même des culottes menstruelles. Mais surtout, les fameux tampons. Sauf que ça n'a pas toujours été le cas, parce que pendant longtemps, les protections hygiéniques étaient pas hyper pratiques, faut quand même le dire. En fait, la plupart du temps, ça consistait en de simples morceaux de tissu épais à placer dans les sous-vêtements pendant les règles. Et c'était pas hyper confort non plus. Mais en 1929, aux États-Unis, un médecin du nom de Cleveland, Haas, va avoir une révélation. Parce qu'en fait, il avait remarqué que sa femme, qui était danseuse classique, elle avait du mal à danser avec des serviettes volumineuses au niveau de son entrejambe. Ça la gênait dans ses mouvements et tout, quoi. Et il se trouve qu'un jour, une amie à ce médecin a confié que son astuce à elle, ça consistait à insérer une petite éponge dans son vagin. Et il se trouve que c'est à ce moment que Haas, il parvient alors à mettre au point le premier tampon hygiénique. Mais c'est alors une femme d'affaires du nom de Gertrude Tenderich qui rachète le brevet à Haas et qui parvient alors à créer les premiers tampons de la marque Tampax. Et dans les années 40, la marque va même mettre en place un service d'éducation appelé Tampax Ladies pour éduquer les jeunes filles aux protections hygiéniques. Là, le succès est alors au rendez-vous et puis les tampons sont adoptés partout dans le monde. Et d'ailleurs, au passage, ce n'est qu'en 1985 qu'une pub Tampax va pour la première fois de l'histoire prononcer le mot règle à la télévision. Let me tell it to you straight. Tampax can change the way you feel about your period. Ce qui veut dire que pendant 45 ans, alors qu'ils en faisaient la promo et tout, jamais Tampax n'a utilisé le mot interdit. C'est quand même fou. Le parfum le plus vendu de l'histoire. Alors bon, l'hygiène, c'est pas juste être propre, c'est aussi le fait de sentir bon, on est d'accord. Et dans ce domaine, il y a un parfum qui a battu tous les records et de loin, c'est le fameux numéro 5 de Chanel. Parce que c'est tout bonnement le parfum le plus vendu de tous les temps. Et il se trouve que quand Marilyn Monroe, elle a elle-même été interrogée par un journaliste pour savoir quelle tenue elle portait la nuit pour dormir, elle a répondu une phrase devenue culte, une goutte de Chanel numéro 5 bien sûr. Sauf qu'en réalité, ce succès mondial, il a quand même débuté par un gros flop. Parce qu'à la base, en fait, ce parfum-là, il n'a pas été inventé par Chanel. Et c'est la maison Raleigh, et plus précisément un certain Ernest Beau, qui a inventé la recette en 1913 à Moscou, donc en Russie. Donc à l'époque, en fait, la maison Raleigh, elle fournissait en parfum la famille impériale de Russie. Donc c'était vraiment du luxe quoi. Et le parfum, il s'appelait alors le bouquet de Catherine. Sauf que à ce moment-là, c'était un échec commercial. D'ailleurs, l'un des ingrédients était trop dosé et il donnait au parfum une odeur de savon ou même de lessive. Sauf que entre-temps, en s'installant en France, Ernest Beau, il fait la rencontre d'une certaine Coco Chanel. Et en 1920, Coco Chanel, elle décide de racheter le parfum et de l'utiliser en cadeau de Noël à ses clientes. Et là, contre toute attente, c'est un énorme succès et le parfum Chanel numéro 5, il entre dans la légende. Et là, vous vous dites d'ailleurs, mais pourquoi numéro 5 ? Ça pourrait être numéro 1, 2, 12, 15, on ne sait pas. Et bien là, c'est tout simplement parce que Coco Chanel, elle lançait ses nouvelles collections de robes tous les 5 du mois de mai. Et c'était le 5e mois de l'année. En gros, le chiffre 5 pour elle, c'était le chiffre porte-bonheur et ça a marché. L'histoire du bébé Cadom. Alors, est-ce que, durant votre enfance, on vous a déjà traité de bébé Cadom ? Bébé Cadom, j'ai dit. Si c'est le cas, sachez que ce n'était pas une insulte à la base. Parce qu'en vrai, en fait, cette expression, elle a été rendue populaire par la marque de savon Cadom, et c'était au début du XXe siècle. Et la marque Cadom, elle a été inventée par un industriel américain et un pharmacien français. Et il se trouve que le mot Cadom, il vient en vrai du bois de cad, et qui est un arbre de la famille des genévriers et qui pousse dans le sud de la France. Ça, à la base, on s'en fiche, en fait, c'est même vendu comme un médoc. Parce qu'il faut savoir que le savon Cadom,
Au début, il est vendu en pharmacie contre l'eczéma, l'acné ou même des maladies de peau. Il faut se le dire aussi, mais à l'époque, le niveau d'hygiène n'est pas hyper élevé en France. C'est pas une légende. Et le savon Cadom était plutôt considéré comme un produit de luxe. Du coup, la marque, elle décide alors de toucher les classes populaires en fabriquant des savons plus simples et dédiés à la toilette et qui étaient vendus partout et pas qu'en pharmacie. Et pour en faire alors la promotion, eh bien la marque décide de créer un concours pour élire l'égérie de la marque qui serait présente sur les pubs. Et ce concours, il consiste à élire tout simplement le plus beau bébé de France. Là, leur petit truc marketing et de pub, ça marche bien. Et les parents vont alors se presser pour inscrire leur bébé au concours. Et alors, en 1925, un certain Maurice Aubréjean, c'est le premier bébé à être élu, du coup, le plus beau bébé de France. Et c'est devenu en même temps le premier visage de ce que les gens ont fini par appeler le bébé Cadom. Pour la suite de l'anecdote, Maurice, le bébé Cadom, il sera par la suite devenu résistant pendant la guerre, avant d'être déporté avec sa famille, et il finira d'ailleurs par être le seul survivant. Bref, par la suite, le concours du plus beau bébé Cadom est devenu tellement populaire qu'il a continué d'être organisé jusque dans les années 2010. Bien voilà, là vous avez vu en fait certains des objets qui étaient liés à l'hygiène qui ont pu accompagner la vie de nos parents, voire même de nos grands-parents. Mais maintenant on va remonter à une période où tout ce que vous connaissez aujourd'hui n'existait pas forcément. Bref, nous allons découvrir comment on faisait pour être propre autrefois. Alors je le précise, là on passe dans une période de l'histoire où il ne reste plus de survivants de nos jours. La trousse de toilette des poilus. Alors s'il y a bien un endroit où l'hygiène était quasi inexistante, c'est dans les tranchées durant la Première Guerre mondiale. À l'époque, les soldats ils vivaient dans la boue, la crasse et même dans la puanteur des cadavres et des rats. Et à ce moment-là, les puces et les poux étaient omniprésents. En fait, ils pouvaient même pas se laver, ils faisaient leurs besoins dans des latrines appelées feuillets. En fait, une feuillée, c'était un simple trou dans le sol avec une petite structure en bois pour se tenir. D'ailleurs, en ce qui concerne l'armée française, elle ne fournissait aux soldats que 2 objets pour leur hygiène, une petite serviette et un morceau de savon de Marseille de 150 grammes. Mais je précise, en fait, à l'époque, ce savon, il n'était pas utilisé par les gens pour se laver le corps, mais bien pour laver leurs fringues. Sauf que certains spécialistes estiment que les soldats ont pu les utiliser pour se laver, faute de pouvoir faire autrement aussi. Voilà quoi. Et puis pour le reste, en fait, les soldats doivent se débrouiller et la plupart n'ont pas les moyens de se payer des produits d'hygiène. Après, il y a certains officiers qui avaient quand même la chance de posséder leur trousse de toilette. Et d'ailleurs, certains spécialistes ont réussi à reconstituer une d'entre elles. Alors dans la trousse, on pouvait trouver un rasoir coupe-chou, donc c'était une lame très aiguisée. Il y avait aussi un savon à barbe et puis un blaireau pour se raser. Il y avait aussi une brosse à dents, du dentifrice et puis un savon. Sauf que là, c'était vraiment archi luxe pour cette période. L'ancêtre du gel hydroalcoolique. Bon, vous le savez, pendant la crise du Covid, il y a beaucoup d'entre vous qui ont découvert les joies du gel hydroalcoolique. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir l'histoire insolite de son créateur, dans cette autre vidéo-là, j'en avais parlé si ça vous intéresse. Mais en réalité, en fait, il existe un ancêtre bien plus lointain du gel hydroalcoolique. Parce qu'il existe en Turquie une vieille tradition qui consiste en fait à se désinfecter les mains avec de l'eau de Cologne. Et pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est un parfum qui est fabriqué à partir d'essence de bergamote et qui a été inventé il y a 300 ans. Et son inventeur, qui était un chimiste italien qui s'appelait Jean-Marie Farina, il a appelé comme ça pour rendre hommage à la ville de Cologne en Prusse, donc en gros l'Allemagne, là où il vivait. Et au 19e siècle, la Prusse et l'Empire ottoman, qui deviendra ensuite la Turquie, pour faire simple, ils avaient des bonnes relations. Et c'est à cette époque que l'eau de Cologne a été introduite en Turquie au niveau des élites. Là, petit à petit, le pays s'est mis à en fabriquer beaucoup moins cher et le parfum est devenu très populaire. Sauf que en Turquie, encore aujourd'hui, on ne l'utilise pas uniquement pour se parfumer. En fait, on s'en sert pour se nettoyer les mains au restaurant ou même dans le bus. Au resto, par exemple, l'eau de Cologne, elle est aromatisée au citron et on en trouve un flacon sur le comptoir. Et bon, pour en revenir au Covid, là, sachez que les autorités turques ont fait la promo de l'eau de Cologne comme alternative au gel hydroalcoolique dans tout le pays. Et les experts semblaient OK avec ce principe en estimant que c'était efficace tant que l'eau de Cologne contenait un degré d'alcool de 60 degrés minimum. L'invention du rouleau de papier toilette. Et si je vous disais qu'avant le 19e siècle, après être allé aux toilettes, on s'essuyait avec des feuilles, du foin, des morceaux de tissu ou même des pages de journaux. Mais bon, en vrai, aucune de ces solutions était vraiment hygiénique et efficace, on va dire. En fait, le seul truc qui fonctionnait vraiment à ce moment-là, c'était le rinçage à l'eau et c'était que dans certaines cultures. Mais heureusement, un certain Joseph Gaiety, un entrepreneur américain, va avoir une méga bonne idée. Parce qu'en 1857, il met au point l'ancêtre du papier toilette moderne. Et à la base, son produit, ça se présente sous la forme d'un papier de feuilles très fines et imbibé d'aloe vera. Donc l'aloe vera, c'est une plante grasse qui est connue pour ses bienfaits pour la peau. Et au départ, il décide de le vendre, son papier toilette, sous forme d'un traitement médical pour soulager les hémorroïdes. Sauf que bon, à l'époque, le coût de fabrication et donc de vente était assez élevé. Et donc les clients ne sont pas prêts à payer pour s'essuyer avec du papier. Ils préfèrent utiliser des feuilles d'arbre, du journal et compagnie quoi.
c'est plus économique. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là, car 20 ans plus tard, un certain Seth Wheeler, il reprend l'idée de Gaietti, il enroule les feuilles autour d'un rouleau et il perfectionne chaque feuille de sorte à ce qu'elle puisse se déchirer simplement. Là, le produit, il est vendu moins cher, il est plus facile à fabriquer et il est plus vendu en pharmacie. À ce moment-là, la commercialisation est un succès et c'est de là en fait que sont nés les ancêtres de nos papiers toilettes actuels. L'invention du tube de dentifrice. Bon, si je vous parle de dentifrice, en fait, il y a une marque qui risque de revenir un peu souvent, c'est quand même Colgate. Mais en tout cas, si vous ne le savez pas, il se trouve que c'est Monsieur Colgate qui a inventé le tube de dentifrice. Mais son origine, elle est très ancienne. Mais au fil des époques, en fait, les principales recettes de dentifrice, mais sans le tube, elles variaient. Alors, au tout début, on pouvait par exemple trouver du sel, ou même de la menthe, ou du poivre, ou même des fleurs séchées dans le dentifrice. Mais c'est qu'au 19e siècle que sont apparues les premières pâtes à dentifrice. Et à la base, elles étaient composées d'un mélange de savon ou même de poudre de craie. Elles étaient uniquement utilisées dans un cadre médical par les dentistes, elles avaient vraiment pas un goût foufou quoi. Et parmi ces dentistes, on avait un certain Dr Sheffield qui va avoir la bonne idée d'y ajouter des arômes de menthe afin de rendre le goût un peu plus sympa quoi. Et là ce sera la naissance du dentifrice comme vous en utilisez tous les jours donc. Et du coup, pour en revenir à Colgate et son créateur, William Colgate, il faut savoir que lui, il a grandi au sein d'une famille d'immigrés anglais qui s'est installée aux États-Unis au début du 19e siècle. Et là, son père, il tenait une entreprise de fabrication de savon et de produits de nettoyage. Là, au départ, notre William Colgate, il bosse dans l'entreprise familiale, mais il décide ensuite de créer sa propre boîte à New York. Mais au départ, William, il se spécialise dans la fabrication de savon et de bougies. Rien à voir donc. Et à la mort en fait de William, c'est son fils, Samuel Colgate, qui va reprendre la direction de la boîte. Et là, son fiston, il décide alors de reprendre le principe de la pâte de dentifrice à la menthe, parce qu'elle avait un peu été oubliée entre-temps, mais pas de la vendre dans un pot, comme ça se faisait à l'époque, mais dans un tube fabriqué en étain. Et ainsi, c'est en 1896 que Colgate devient la première marque au monde à vendre du dentifrice en tube, sous le nom de Colgate Ribbon Dental Cream. Et à ce moment-là, ça cartonne tellement qu'encore de nos jours, Colgate représente à elle seule un tiers des ventes mondiale de dentifrice. L'invention de la première douche de l'histoire. Alors, je pense que ça va vous paraître un peu bizarre si je vous dis que la première douche de l'histoire, elle a été inventée dans une prison française. Ça se passe au 19e siècle et c'est dans la prison de Bonne-Nouvelle de Rouen. Du coup, c'est quand même pas mal pour un nom de tôle quand même, au passage. Et dans cette prison, à l'époque, ce sont à peu près 900 prisonniers qui vivent dans des conditions vraiment déplorables. Ça n'a pas trop évolué entre-temps, j'avoue, mais vraiment à l'époque, c'était pas ouf. Parce que à ce moment-là, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de salle de sport pour s'occuper. L'administration de la prison trouve un moyen d'occuper les prisonniers, ou plutôt de les exploiter en vrai, en leur faisant fabriquer des boutons de chemise à partir de cornes de bœuf. En gros, en fait, ils ont des outils qui vont permettre d'aplatir les cornes et ensuite de découper des boutons dedans. Sauf que les cornes, elles sont fournies par des abattoirs de la ville et elles sont souvent couvertes de sang. Résultat, à la fin de la journée de travail, les prisonniers étaient rouges de sang et vraiment très crasseux. Et le problème, c'est que pour faire des économies, l'eau des baignoires qu'ils utilisent pour se laver, elle n'est changée que toutes les 30 utilisations. Et là, le toubib de la prison, un certain Méry de la Boste, il imagine un système pour changer l'eau tout en permettant à plusieurs prisonniers de se laver en même temps. Et il élabore alors une douche avec un réservoir d'eau froide placé en hauteur pour avoir une pression suffisante, ainsi qu'une petite pompe chauffante pour chauffer l'eau. Et à ce moment-là, on est loin dans le temps, on est en 1873. À partir de ça, la première douche vient d'être inventée. La grande puanteur de Londres. Alors parfois, en été, quand il fait vraiment très chaud, quand vous marchez dans la rue, vous sentez les mauvaises odeurs qui remontent, vous savez, des égouts. Imaginez la même chose, mais multipliée par 100, et à l'échelle d'une ville entière comme Londres. Ça pue la merde, non ? En fait, c'est exactement ce qui s'est passé lors de l'été 1858 dans la capitale britannique. Parce qu'à l'époque, les Londoniens étaient de plus en plus équipés avec des toilettes avec une chasse d'eau et dont les eaux usées finissaient dans des sortes de fosses. Et la nuit, des hommes appelés les nightmen étaient chargés de vider les fosses. Là, ils allaient récupérer les matières solides afin de les vendre à des agriculteurs à la périphérie de la ville. Sauf que au fil du temps, la ville s'est agrandie et des allers-retours vers les fermes prenaient de plus en plus de temps. Et surtout à l'époque, on découvre le guano, donc qui sont des excréments d'oiseaux et qui sont beaucoup moins chers à produire comme engrais que le caca des hommes, Résultat, les fosses d'eau usées sont de moins en moins vidées et on décide donc de les évacuer par des canaux au milieu des rues pour qu'elles se jettent directement dans la Tamise. Sauf que lors de ce fameux été 1858, il fait tellement chaud que les eaux de la Tamise baissent de beaucoup et les excréments, ils commencent tout simplement à stagner dans le lit du fleuve. La puanteur dans la ville est insupportable, même le Parlement britannique ne peut plus
siéger car l'odeur pénètre dans le bâtiment. Bon, heureusement, il y a des fortes pluies qui finissent alors par purger la Tamise. Sauf que là, à ce moment-là, les Londoniens, ils se disent, mais mon gars, on veut plus jamais vivre ça. Et à tel point que l'événement, il va rester dans leur mémoire sous le nom de The Great Stink, donc la grande puanteur. Mais bon, le côté positif de cette histoire, c'est que les autorités vont finir par enfin aménager des égouts dans la ville de Londres pour la rendre un peu plus saine. Il était temps. Bref, c'est fou de voir comment ils faisaient à l'époque, mais justement, il est temps de passer à des périodes encore plus reculées, avec des pratiques et des objets liés à l'hygiène totalement oubliés, et qui risquent de vous paraître vraiment étranges. Alors là, vous allez voir, on est vraiment dans des trucs dégueux, mais parfois, il y a certaines personnes qui semblent quand même en avance sur leur temps. L'hygiène déplorable de la reine Élisabeth Ier. Durant la Renaissance, donc autour du XVIe siècle en fait, chez les nobles de toute l'Europe, eh bien il y a une nouvelle peur qui va naître, et c'est la peur de l'eau. En fait, l'eau qui était à la base de l'hygiène des gens du Moyen-Âge, là, tout à coup, à la Renaissance, ça devient suspecte, parce qu'à cette époque, il y a quelques médecins qui l'accusent d'avoir permis la propagation d'épidémies comme la fameuse peste. Et ainsi, dans les cours des grands royaumes, on se met alors pour se laver à se frotter uniquement avec du linge trempé, dans de l'eau vinaigrée. Mais le plus important pour les nobles, ce n'est pas forcément de se laver et d'être propre, mais plutôt de masquer les odeurs et la crasse. Et là, déjà pour les odeurs, il n'y a rien de plus simple. En fait, ils vont se badigeonner de parfums, de pommades et de poudre parfumée pour ne pas qu'on puisse sentir en fait tout ce qu'il y avait en dessous. Et pour la crasse, ils vont tout simplement changer de fringue tous les jours. Et s'assurer aussi que le col et les manches étaient bien blancs car c'était les parties les plus visibles. Sauf que bon, le problème c'est que le niveau d'hygiène devient désastreux avec cette pratique-là et on voit se multiplier les maladies de peau. Et d'ailleurs, le meilleur exemple et le plus flagrant, c'était peut-être la reine d'Angleterre Élisabeth Ier. Parce que elle, après avoir chopé la variole, elle a survécu, mais son visage s'est retrouvé recouvert de boutons et de pustules. Elle se met à se recouvrir le visage d'une poudre blanche appelée la céruse. En fait, l'idée c'était aussi de respecter les codes de beauté de l'époque. En l'occurrence, les femmes nobles devaient avoir le teint très blanc pour montrer qu'elle ne travaillait pas au soleil comme des paysannes. Sauf qu'en parallèle, la reine, elle buvait beaucoup d'alcool, elle se lavait peu et ses dents étaient tellement pourries qu'elle a fini par toutes les perdre à la fin de sa vie. Et d'ailleurs, la poudre qu'elle utilisait pour se blanchir le teint contenait du plomb, qui était une substance très toxique, mais ça elle le savait pas à l'époque. Donc elle était en train de s'empoisonner petit à petit en croyant être belle. D'ailleurs, certains spécialistes pensent que ça a pu causer sa mort par la suite. L'hygiène à Versailles. Il y a un autre monarque qui a longtemps eu la réputation d'être super crade, et c'est tout simplement Louis XIV, le roi Soleil. En fait, il y a une légende qui veut même qu'il n'aurait pris qu'un seul bain durant toute sa vie. C'est une légende qui vient de la peur de l'eau. Mais bon, durant toute sa jeunesse, le roi Soleil, il a quand même fréquenté des bains réservés aux élites, et avec parfois une dimension, faut quand même le dire, un peu tendancieuse, quoi. Et d'ailleurs, il avait même fait construire des bains avec des eaux parfumées, où il passait du bon temps avec sa maîtresse, Madame de Montespan. Et en vrai, tout au long de sa vie, quand même, il a pris assez fréquemment des bains, notamment dans des rivières. Et en fait, la plupart du temps, les valets du roi lui faisaient une toilette avec des serviettes humides et avec des parfums. Mais il y a un autre mythe qui est associé à l'hygiène de Louis XIV. Parce que je sais pas si vous savez, mais on dit qu'il faisait ses besoins en public. Et là encore, c'est totalement faux. Et même si exceptionnellement, ça lui arrivait de recevoir dans la salle où se trouvait en fait la chaise percée qui lui servait à faire ses besoins, au cours de son règne, il a même fait aménager une salle plus discrète appelée le cabinet de la chaise où il se retirait seul pour aller aux toilettes. Et au passage, une dernière idée reçue voulait que les gens de la cour du roi faisaient leurs besoins derrière les rideaux du château de Versailles. En réalité, Versailles était équipé de 350 chaises percées qui étaient dissimulées dans les alcôves et derrière des paravents pour que les gens puissent faire leurs besoins. Mais bon, il n'empêche que certains courtisans du roi se lavaient peu et qu'un jour, l'évêque de Noyon a été surpris en train de faire pipi à travers la balustrade de la chapelle de Versailles. Il était en train de pisser directement dans la salle, là où les gens sont censés prier. Mais après, heureusement, le valet en chef de Louis XIV serait intervenu tout de suite et l'évêque se serait fait quand même savamment engueuler. Faut pas non plus déconner. Des barbares pas si crades. S'il y a bien aussi un autre cliché qui est associé au Moyen-Âge, vous savez, c'est sans doute l'image de paysans crasseux aux dents bien pourries. Sauf que ça, c'est globalement faux. En fait, les bains publics et la toilette quotidienne étaient en réalité assez répandus à cette époque. Et avec quand même des niveaux d'hygiène qui variaient selon le niveau de richesse. Et du coup, en fait, ce sont surtout les peuples considérés comme les barbares qui ont été décrits comme des gens crades et violents. Mais pourtant, en fait, si on prend l'exemple des Vikings, la tradition voulait qu'ils prennent des bains tous les samedis. D'ailleurs, c'était tellement ancré qu'en islandais, ça a même donné le nom au jour de la semaine qu'on appelle le laugardagur, qu'on peut traduire par le jour du bain, quoi. Et là, en guise de savon, les Vikings utilisaient de la saponaire, qui est en fait une plante qui contient une substance appelée la saponine et qui a un pouvoir lavant. D'ailleurs, les archéologues ont même découvert que certains Vikings se faisaient parfois enterrer avec leurs peignes, parce que les peignes à barbe et à cheveux des Vikings étaient des objets précieux
précieux qui étaient bien décorés et fabriqués en ivoire et en os. Et il existait même des peignes fabriqués avec des dents plus fines pour enlever les poux. Du coup, en vrai, on est très loin de l'image des Vikings comme des gens crados. Certes, ils se lavaient à peu près qu'une fois par semaine, donc c'est peu par rapport à nous, mais néanmoins, c'était quand même beaucoup plus que la plupart des gens de cette époque-là. Donc mauvaise réputation, pas tout à fait appropriée. Et si on prend par exemple les ancêtres médiévaux des Russes, qui étaient les Varegs et les Slaves, ils étaient souvent perçus, à l'instar des Vikings, comme des peuples barbares et sales. D'ailleurs, à ce propos, l'historien arabe Ibn Fadlan, il les décrivait comme des ânes errants, sous-entendu en fait des teubés un peu crados quoi. Pourtant, les ancêtres des Russes avaient inventé la tradition de la banya, qui était une sorte de sauna qui est d'ailleurs encore aujourd'hui très populaire en Russie. Et dans ces bâtiments, on entrait dans une pièce humide, chauffée à haute température, et on se faisait ensuite fouetter avec des branches de bouleau pour faire circuler le sang. Puis ensuite, on sortait dehors pour se plonger dans un bain d'eau froide. Là, le but, c'était donc non seulement de se laver, mais aussi de renforcer le corps et purifier son âme. Et à cette époque-là, il existait aussi un esprit mystique des banyas, appelé le bannik, et à qui il fallait laisser des offrandes à chaque passage dans une banya. Sinon, d'après la légende, en tout cas, il vous balançait des pierres chaudes en guise de punition. Après, c'était un personnage qui faisait la transition entre le monde réel et celui un peu plus imaginaire, finalement comme dans l'univers des rêves que j'évoque dans Noisuli. Bref, en résumé, la vision du Moyen-Âge avec des guerriers badass et un peu crados est quand même fausse. Des pierres précieuses contre les caries. Alors, il n'y a pas qu'en Occident que les peuples, ils ont pris conscience de l'importance d'une bonne hygiène. Par exemple, les Mayas, ils auraient construit d'énormes réservoirs d'eau potable dans leur cité. Et pour qu'elle reste potable le plus longtemps possible, ils auraient fabriqué des sortes de filtres géants à base de quartz et de zéolite. En fait, ce sont des minéraux qui ont la capacité d'absorber les impuretés. Mais là où les Mayas, ils étaient vraiment forts, c'est dans l'hygiène bucco-dentaire. Parce qu'en effet, à ce moment-là, il n'y avait pas de dentifrice ou alors de brosse à dents. Mais par contre, ils avaient l'habitude de mâcher la sève d'un arbre appelé le chico sapoté. Et c'est cette pâte que les conquistadors ont ensuite appelée le chicle et qui était tout bonnement l'ancêtre du chewing-gum. Bon, en tout cas, en la mâchant, la pâte permettait de décoller les restes de bouffe coincés entre les dents. Mais aussi également d'activer la salive qui a le pouvoir de réguler l'acidité dans la bouche qui sinon a tendance à attaquer les dents. Mais encore plus surprenant là-dedans, les Mayas avaient aussi l'habitude de s'incruster des pierres précieuses dans les dents. Parce qu'en fait, on a retrouvé des crânes de Mayas avec des morceaux de jade verte, de turquoise bleue ou même de pyrite doré ou même argenté au niveau des dents. Et là, ça pouvait aussi bien concerner une seule dent que plusieurs rangées de dents. Tout ça, c'était avant les rappeurs US, quoi. Après, les pierres, elles n'étaient pas juste collées sur les dents, parce que apparemment, elles étaient placées dans des cavités qui étaient creusées dans les dents au préalable. Et on utilisait une sorte de ciment pour fixer les pierres. Mais le plus surprenant là-dedans, avec ces pierres précieuses, elles n'étaient pas juste esthétiques pour eux, pour que ce soit shiny. Parce que des scientifiques ont montré que ce ciment, qui était utilisé donc pour fixer les pierres, il avait aussi pour effet de les protéger des caries. Parce qu'il se trouve que ce ciment était fabriqué à base de minéraux qui étaient broyés et qui avaient des propriétés anti-inflammatoires et antibactériennes. Du coup, c'est quand même fou de voir comment certaines visions de l'hygiène ont pu vraiment être totalement oubliées avec le temps. Mais on va remonter encore plus loin dans le temps pour découvrir maintenant les origines les plus lointaines de l'hygiène et voir là où tout a commencé. Et bien voilà, on arrive à la période marquée par les débuts de notre civilisation en matière d'hygiène. L'argent n'a pas d'odeur. Ok, vous voyez cette petite cabine là? En fait, il s'agit d'urinoirs publics qu'on trouvait partout il y a à peine quelques décennies dans les rues de Paris. Et on appelait ça à l'époque les Vespasiennes, en hommage à l'empereur romain Vespasien. D'ailleurs, on croit souvent à tort que c'est le premier empereur à avoir inventé les premières toilettes publiques de l'histoire de l'Empire romain, mais c'est pas vrai. Les toilettes publiques, elles existaient bien avant lui. En fait, il est surtout connu, lui, pour avoir reconstruit Rome, qui avait été incendiée par Néron, et également à avoir construit le fameux Colisée. Mais alors, pourquoi ce mec-là, on l'associe aux toilettes publiques? En fait, c'est parce qu'une anecdote qui le concerne a été déformée avec le temps. Parce qu'il se trouve que notre cher Vespasien, il a décidé un jour de créer une taxe sur l'urine. Parce qu'il se trouve que durant l'Antiquité, on la réutilise pour blanchir les vêtements grâce à la présence d'ammoniac, qui a un effet en fait blanchissant. Et là, notre empereur Vespasien, il se dit que ce serait quand même judicieux d'instaurer une taxe sur l'urine à destination des teinturiers qui l'utilisent. Sauf que son fils, qui s'appelait Titus, il trouvait ça un peu mesquin et pas très glorieux de faire payer les gens pour le pipi. Et là, alors, l'empereur Vespasien, il a pris l'argent perçu par cet impôt et il le met sous le nez donc de son fils et il lui demande alors est-ce que l'argent a une odeur? Et quand son fils Titus il lui répond que non, Vespasien il lui dit en effet l'argent n'a pas d'odeur. Sous-entendu, quand il y a du fric à se faire, on s'en fout de l'origine de la thune. Bon, en tout cas, comble de l'histoire pour quelqu'un qu'on associe aux toilettes, Vespasien serait mort d'une violente diarrhée. Il m'a bouché le cabinet, c'était une cul. La déesse Hygie.
Bon, depuis le début de cette vidéo, vous savez, on parle d'hygiène, mais est-ce que vous savez vraiment d'où vient ce mot? Eh bien, il se trouve que c'est une référence à la déesse grecque Hygie, qui était la fille ou l'épouse, en fait, on sait plus trop, d'Asclépios, qui était le dieu de la médecine. Et il se trouve que Hygie, elle était considérée comme la déesse de la santé et de la propreté. Et du coup, selon les croyances grecques, là, c'est elle qui détenait les secrets du choix des aliments et des remèdes les plus efficaces pour guérir les malades. D'ailleurs, on lui a même dédié des temples et des bains publics où des prières lui étaient adressées. Et il y a même une tradition qui veut même que certaines femmes coupaient leurs cheveux pour les donner en offrande à la déesse en échange de ses faveurs. Mais encore aujourd'hui, vous pouvez voir tout autour de vous des symboles de cette déesse. Elle a longtemps été représentée en train de porter dans sa main une coupe avec un serpent qui boit ce qu'il y a dedans. Et ce serpent, sous l'Antiquité grecque, comme il était capable de muer en changeant de peau, il symbolisait le cycle de la vie. Et le serpent d'Hygie, c'était en réalité une couleuvre inoffensive qui symbolisait l'image du patient qui devait faire le choix ou non de goûter au remède présent dans la coupe d'Hygie. Et depuis, il se trouve que cette image, vous pouvez la retrouver donc à travers le symbole international de la pharmacie que voici. Donc voilà, maintenant on a gardé que le serpent et la coupe, mais c'est bien un hommage à Hygie qu'on peut voir sur toutes les pharmacies. Les Égyptiens accros à l'hygiène. Alors bon, s'il y a bien un peuple de l'Antiquité qui faisait attention à l'hygiène corporelle, ce sont les Égyptiens. Parce que eux, ils avaient l'habitude de se laver très fréquemment. Par exemple, les pauvres utilisaient directement l'eau du Nil, pendant que les plus riches avaient carrément des baignoires. On pouvait se laver alors les mains, le visage et même les pieds avant et après les repas. Ou même avant de se coucher et en se levant le matin. D'ailleurs, au passage, je pense qu'il est temps de débunker la légende, vous savez, qui dit que Cléopâtre, elle prenait des bains remplis de lait de 700 ânesse. C'est totalement faux en fait, parce qu'en vrai, c'est un médecin polonais du nom de Adrien Baraniecki qui a lancé cette rumeur au 19e siècle pour promouvoir les bains de petit lait qu'il préconisait. Parce qu'en vrai, pour laver leur peau, les Égyptiens, ils préparaient plutôt des savons avec du natron. Et le natron, en fait, c'est une sorte de poudre de soude à laquelle ils mélangeaient de la graisse végétale ou même animale. Puis ils s'enduisaient ensuite tout le corps de crème parfumée qui les protégeait aussi. Et ils utilisaient également des gommes d'arbre qu'on peut considérer d'ailleurs comme les premiers déodorants. Et d'ailleurs, le parfum le plus célèbre de l'Égypte antique, c'était peut-être le kifi. En fait, c'était un mélange d'encens, de myrrhe et d'épices. Et d'ailleurs, au passage, les Égyptiennes, ce sont elles qui ont inventé le fameux col que les femmes utilisent encore aujourd'hui pour se maquiller les yeux. Sauf qu'à l'époque, le fameux col donc qu'on mettait sur les yeux, en fait, il n'avait pas qu'une utilité esthétique. En fait, il servait aussi à protéger les yeux des infections qui étaient causées par le soleil, la poussière ou même les mouches. Donc, c'était un truc quand même hygiénique. Et si les Égyptiens ils faisaient tout ça, c'est non seulement parce qu'ils avaient compris déjà l'importance de l'hygiène sur la santé, mais aussi parce que selon leurs croyances religieuses, il fallait être propre pour s'assurer une place dans l'au-delà. L'invention du savon par les Sumériens. Ok, on remonte encore plus loin dans le temps, et cette fois-ci à la découverte d'une invention qui a joué un rôle important dans toute l'histoire de l'hygiène, et c'est l'invention du savon. Alors déjà, tout part d'une découverte archéologique qui date du 19e siècle. Et c'était par l'archéologue et le vice-consul français Ernest de Sarzec. Et alors qu'il est en train de diriger des fouilles archéologiques en Irak, il découvre des cylindres en argile qui datent de l'époque du roi sumérien Gudea. Bon, en gros, c'est l'un des nombreux rois sumériens. Sachant que la civilisation sumérienne, pour info, elle a existé entre moins 4000 et moins 1700 avant notre ère. Et il se trouve que sur un des cylindres, on a trouvé des descriptions qui indiquent le déroulement d'un rituel religieux. Et l'une de ces descriptions dit, je cite, « Il me purifie avec l'eau, il nettoie avec la potasse, ainsi se fait le mélange de l'huile pure et de la potasse. » Mais le truc, c'est qu'à l'intérieur de ce cylindre, on a trouvé des traces d'une poudre savonneuse dont les écritures décrivent en fait la recette. Ils auraient inventé l'ancêtre du savon. Pour être plus précis, il s'agissait à l'époque d'une sorte de pâte à base de graisse animale et de potasse. Sachant que la potasse, c'est une substance qui est fabriquée à partir de cendres végétales. Mais les écritures sumériennes indiquent quand même que ce savon, il servait en réalité plutôt à nettoyer les vêtements, plutôt que le corps. D'ailleurs, petit fun fact, en fait, le mot savon, il viendrait du latin saponem, qui ferait référence à un mélange de graisse et de cendres utilisé par les Gaulois pour décolorer leurs cheveux. Et d'ailleurs, c'était exactement la même recette que le savon des Sumériens. Les plus anciennes toilettes de l'histoire. Toujours en parlant de civilisation ancienne, je vais vous parler de la civilisation de la vallée de l'Indus et qui a connu son apogée, sa petite heure de gloire en fait, entre 2400 et 1800 avant JC. Et cette civilisation en fait, elle a vécu entre l'Inde et le Pakistan actuel et elle aurait tout bonnement inventé les premières toilettes de l'histoire. Sachant qu'on a découvert leur existence à travers des fouilles archéologiques au sein d'anciennes villes d'Harappa et de Mohenjo-Daro. Et il se trouve que les toilettes dont on parle, en vrai, elles étaient plutôt modernes pour l'époque.
Parce qu'en effet, dans ces villes très anciennes, chaque maison possédait une sorte de trou pour faire ses besoins, avec une sorte de siège en pierre. Là, les eaux usées étaient ensuite collectées dans des espèces d'égouts qui passaient sous les pavés des rues et qui étaient recouverts de dalles de pierre et d'argile. Et là ensuite, des sortes de tuyaux suivaient le parcours des rues jusqu'à une rivière dans laquelle se déversaient directement les eaux usées. Bon, à l'époque, il n'y avait pas non plus de chasse d'eau, faut pas déconner, et en fait, ils utilisaient sûrement une cruche d'eau à la place. Parce qu'en réalité, la chasse d'eau moderne, elle est apparue bien longtemps après. En l'occurrence, c'était au XVIIIe siècle. Elle a été inventée par un certain Anglais du nom de John Harrington. Sachant que lui, il aurait inventé la chasse d'eau à la demande de sa marraine, la reine d'Angleterre donc, qui en avait marre de sentir toutes les odeurs qui émanaient de ses toilettes. Le premier outil d'hygiène de l'histoire. Et si je vous disais que le plus ancien objet dédié à l'hygiène, en fait c'était un cure-dent. Parce qu'en 2010, il y a une équipe d'archéologues polonais qui a découvert des dents dans la grotte de Stajnia, près de Cracovie. Et il se trouve que ces dents auraient appartenu à un homme de Néandertal qui était âgé à peu près d'une trentaine d'années et qui aurait vécu là il y a 46 000 ans. Et en observant les traces sur ces dents, eh bien les scientifiques ont remarqué que l'homme devait utiliser fréquemment un outil pour se curer les dents. Il se trouve que sur les deux dents du fond, ils ont remarqué la présence d'une trace très visible de frottement entre les deux. Et cette trace-là, ça devait sans doute être lié à, en fait, à un petit objet fin et cylindrique. Là, l'hypothèse, c'était que l'homme de Néandertal devait peut-être utiliser un morceau de brindille, un morceau d'os ou même une artère de poisson en guise de cure-dent. Bon, après, ça n'a pas empêché les hommes de la préhistoire d'avoir de sacrés problèmes de dents. Mais ça n'empêchait pas d'avoir des cure-dents. C'est par exemple le cas des squelettes qui ont été retrouvés en 2014 au Maroc, dans la grotte des Pigeons, dans la ville de Tafouralt. Et là, en fait, les squelettes, c'était ceux de chasseurs-cueilleurs qui auraient vécu dans cette grotte il y a environ 15 000 ans. Sauf que le problème, on va dire, c'est que la moitié des squelettes présentaient des caries sur les dents. Donc là, les scientifiques, ils estiment que ces braves gens devaient souvent avoir mal aux dents et avoir une mauvaise haleine. Après, on a aussi retrouvé pas mal de traces de fruits à coque, comme des pignons de pain ou des glands. Et il se trouve que ces fruits-là, ils sont riches en glucides, et donc ça peut donner des caries si on ne se lavait pas les dents. Enfin, en tout cas, de manière générale, on a quand même très peu de traces qui pourraient prouver que les hommes de la préhistoire avaient une quelconque notion d'hygiène. Mais bon, en tout cas, j'espère que vous avez eu un petit aperçu de ce que pouvaient être les origines de l'hygiène. Et ça peut nous permettre de se rendre compte à quel point, heureusement, tout a évolué de nos jours. Et c'est ainsi que s'achève justement cette vidéo sur l'hygiène. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez d'autres sujets à proposer, n'hésitez pas. Et juste avant de nous quitter, une dernière petite anecdote. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des huttes de sudation? Ces huttes étaient utilisées par les tribus Sioux Lakotas en Amérique. Et en fait, l'idée c'était d'entrer dans une hutte où de l'eau avait été chauffée à haute température pour avoir la pièce remplie de vapeur, comme un hammam quoi. Là, le but c'était pouvoir donc de se purifier physiquement, mais aussi spirituellement. Et les vapeurs, elles étaient censées permettre aux personnes de se connecter avec des divinités qui vivaient dans un autre monde. Et en fait, atteindre un autre monde par la pensée et surtout à travers les rêves, c'est ce qu'ils ont tenté à l'époque et c'est aussi ce que je tente du coup à travers ma saga Noisuli, dans laquelle en fait on pourra suivre un groupe d'étudiants à travers une université du rêve. En sachant que ce tome-là sortira bientôt à l'automne 2025. Sur ce, nous, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!